Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les week-ends pour un nouveau numéro de Lino Café. Avec moi un ami d'exception, un ami avec qui je partage beaucoup de choses, dont la passion pour le RUC et la passion pour le rugby. Voilà. Abdelkrim Lamouri, bonjour. Bonjour Lino. Alors, mon cher russiste. Oui. Tu es né dans l'Oriental, hein, Oui. du côté de Saïdia, entre Saïdia et Berkane, c'est ça? Je suis à 8 km à vol d'oiseau de la Méditerranée. À vol d'oiseau. 8 km et la route, ça fait 14 km exactement. Ouais. C'est un patelin qui s'appelle actuellement la Tamna. Pourquoi tu dis actuellement? Il s'appelait Actuellement, comment avant? parce qu'il avait un joli nom. Il s'appelait Saint-Sauveur avant. Et mes amis au RUC, ils me chambrent en me disant ce nom. Ce nom s'appelle tout simplement Café Mort. Café Mort. Ah, le café mort. C'est pas le café Lino. Non. Café Mort, A-U-R-E. Pendant longtemps, cette appellation était là. Ouais. Là, maintenant, c'est la Tamna. C'est entre Berkane et Saïdia. Ouais. C'est la plaine des Trifas, du en général. C'est les grandes exploitations agricoles. C'est comme entre Stat et Khoribga. Il y a un petit patelin qui s'appelait Venéville avant. et c'est vrai, quand j'accompagnais mon père dans ses chantiers, alors il me disait on va s'arrêter à Venéville. Et en fait c'est Soukhrmis maintenant. Ah d'accord. Soukhrmis, c'était Venéville. Bon, je sais pas. J'aime bien ces appellations anciennes. Un monsieur qui s'appelait Venet et qui avait un café. Qui s'appelait Ville. Ouais. Non, il s'appelait Venet. Et il avait un petit café, on l'appelait carrément Venéville. Là, parce qu'il y avait un petit café, c'est tout ce qu'il y avait, tu vois. C'était un petit patelin avec un seul café. La région s'appelait Café Mort. Ouais. Bon, alors, tu grandis dans ce patelin-là? Oui, mais quand même, permets-moi de dire un petit mot, Lino, parce que là, tu me fais plaisir. Je te remercie vivement. Tu es un ami, bon, ok, d'accord, mais me donner cette opportunité est pour moi très, très important. Très, très important. J'espère que ça va être un grand message d'espoir et non pas un cri de détresse. Il y a aussi Radio Mars. Il faut qu'on dise un petit mot sur Radio Mars. Ouais. Moi, je suis accro de Radio Mars et je ne suis pas le seul. Et j'ai un petit mot ici que je voulais t'envoyer justement sur... et je trouve que ce petit paragraphe résume un peu ce que moi je pense d'abord de Radio Mars et que peut-être que c'est ce que vous voulez faire à Radio Mars. Ouais. Toi, ici. Alors ça, je crois que c'est Le Monde, ça. C'est journal Le Monde, c'est ça? C'est Le Monde. Alors ça, c'est un édito que je trouve magnifique et que c'est la nouvelle directrice Nathalie Nougaillère qui dit « La qualité de l'information n'est pas un acquis, mais une conquête de tous les jours. L'indépendance n'est pas un concept abstrait, mais une boussole. Nous devons sans cesse interroger, fouiller les recoins de l'actualité, apporter une information à la fois originale et solide qui éclaire le citoyen. Notre travail de décryptage doit permettre d'aller voir derrière les façades et les discours officiels et de déjouer les pièges de l'ère de la communication, cette habile productrice de récits clé en main. » Bon, je pense que... Tu nous fais trop d'honneur, là. Hein, non, c'est vraiment... Quand j'entends de temps en temps, j'entends des bribes de phrases de CIHM, je retrouve un peu cet article, et je voulais te l'envoyer, cet article, d'ailleurs je vais te le donner. Je le trouve magnifique. Bon, Radio Mars... En fait, ça devrait être les principes de tout média, quoi. Normalement. C'est les principes de tout média. Normalement. Donc, moi, d'abord, je vous félicite et puis je vous remercie parce que vous faites beaucoup pour le sport national, mais pas uniquement. Parce que, Radio Mars est une radio qui s'intéresse à la musique. Et moi, je dis Mars, sport et culture, beaucoup plus que sport. Parce qu'il y a beaucoup de culture aussi au niveau de Mars. Voilà. Ceci dit, donc... tu ne veux pas nous parler de ton patelin, quoi? Si, mon patelin, je dis, c'est une région agricole. Alors, tu es né dans une famille de... Dans une famille de paysans. Mon père, c'était un agriculteur, comme beaucoup de gens, mais nous, on est on était au milieu des fermes de grands colons de la région. Et on a... Ton père avait ses propres terres? Oui. Ah, d'accord. Oui. Donc, il ne travaillait pas chez un colon? Ah non, on ne travaillait pas chez les colons, mais il y avait des relations très étroites avec le colon.
Ouais. Ça fait partie de notre vie, ça fait partie de nos souvenirs. Et nous, on était bercés toutes les nuits qu'on était. Parce qu'en fait, il y avait probablement de bons colons et de mauvais colons. Certainement. Ouais. Certainement, on ne va pas citer les noms, mais on avait deux. On avait à l'est un colon magnifique, et de l'autre côté, on avait un colon qui collaborait avec carrément, à l'époque, l'armée française qui était en Algérie. Ouais. Voilà. Alors, il y avait une base dans cette ferme. Il y avait une base de militaires français dans cette région. L'autre, il faisait la fête pour les gens, pour les paysans, pour les gens, chaque année. Ouais. Et nous, on allait, il nous faisait du cinéma. Alors, appelons-le. Il s'appelait comment, lui? Monsieur Ruffier. Ruffier. Oui. Ouais. L'affaire de Monsieur Ruffier. Ah, Monsieur Ruffier. Qui a formé beaucoup de gens. On allait souvent. Surtout, on allait voir le cinéma. Le cinéma en plein air le soir. Et c'est là où j'ai découvert, moi, le cinéma. Qu'est-ce que c'était qu'on fait Laurel et Lardy, là, c'est ça? Ah ouais, par exemple. Mais, donc, on était bercés par le ronronnement des tracteurs la nuit quand ils traitaient la vigne. Ouais. Et puis, ça a été quand même entrecoupé par le bruit et le vacarme des bombes lors de la guerre d'Algérie. On a vécu ces deux souvenirs qui font partie de notre vie, de notre enfance. Ouais. Je parle des gens de ma génération. On a vécu vraiment, au fond, la guerre de l'Algérie. Ouais. D'autant plus qu'ils venaient chez nous. Et ils habitaient chez nous. Chaque famille prenait 40, 50, 30. Et puis à côté de chez nous, il y avait aussi des fermes qui appartenaient à de grandes familles algériennes. La famille Belhaj, la famille etc., où les militaires algériens étaient là. Ils partaient, les pauvres. Ils se faisaient massacrer souvent au niveau des frontières, parce qu'on est à 4-5 km. Et ils revenaient. Et des gens de chez nous les suivaient. Et des fois, ils allaient ramasser des cadavres pour aller les enterrer la nuit à côté sur des petits endroits, de petits cimetières qu'on connaît, que moi je connais personnellement au niveau de la région. C'est beaucoup de souvenirs. C'est les années 58, 50, 68, 60 voilà, 58, voilà. Beaucoup de souvenirs au niveau de cette partie. Mais on commençait déjà donc l'école primaire au niveau du Patnaman. Et puis par la suite, Pelkan. Pelkan, 11 km, il fallait se déplacer. On était parmi les gens de la région qui partaient à vélo à l'école, au collège, le matin. Et on partait la nuit, on revenait la nuit. Tu enfourchais ta bicyclette, donc... on était deux. Je fais partie d'une... Je suis né dans une famille nombreuse, né 13. Et puis, j'ai deux mères. J'ai eu la chance d'avoir deux mères. Et que mon demi-frère avait le même âge que moi. Ouais. Donc, on a peut-être été le même sein, grandi ensemble, fait le collège ensemble. Et on a fait aussi le lycée à Oujda ensemble. Et on s'est séparés carrément en 60. Alors, cette école primaire au Café Mort, tu te rappelles des enseignants? Ah oui. Ton meilleur souvenir, c'est quoi? Il y avait un enseignant qui faisait partie un peu de la famille. C'était celui qui nous torturait. On avait peur de lui. Ouais. Je me rappelle de lui jusqu'à présent. Et quand je le rencontre maintenant, je le rencontre avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect. C'est magnifique ça de pouvoir le rencontrer encore. Ah oui, il est plus âgé, etc. Bon, maintenant, mais que je salue d'ailleurs, mais bon, il n'y avait pas que lui. On avait un Français à l'école, un Français. C'est un professeur d'arabe, ça? Un professeur d'arabe. Ouais. Le Français, c'était Monsieur L'évêque, je me rappelle très très bien. Et le professeur d'arabe, il s'appelle comment? Le professeur d'arabe. L'arabe, il s'appelait Sihmad Atmani. Sihmad Atmani. Très connu dans la région. Maintenant, il habite à Oujda. Il était sévère? Très sévère avec nous, mais il nous a appris beaucoup de choses. Nous, Lino, on a un peu comme disait comme disait Davos, sévère mais juste. Juste, mais surtout, il voulait qu'on arrive à... Tous les enseignants étaient sévères mais justes à l'époque. Oui, qu'est-ce qui se passait, Lino? C'est qu'on arrivait à l'époque, la 4e, 5e classe pour aller au lycée. Et les gens ne partaient pas, parce qu'on était dans une région, les gens étaient pauvres, il n'y avait pas les moyens pour se déplacer. On allait peut-être une année à Berkane et après on était fatigué, on revient dans les champs. Ouais. Nous, on fait partie des exceptions, nous. Moi, je fais partie des exceptions. Tu as fait combien de kilomètres à bicyclette? 11 et 11. Tu as calculé à la fin de l'année scolaire? 3 ans. Je n'ai pas calculé, mais je peux. Et alors, attends, excuse-moi, comment ça fait que tu n'as jamais fait de cyclisme alors? J'étais tenté parce que j'avais une bicyclette, j'étais fou du vélo. Il y avait un club. Je vais te raconter une petite histoire. On avait un bus qui venait de Oujda, il passe par Berkane, il va vers Saidia, il s'arrête. Et moi, je partais exactement au même moment que le car, parfois. Tu t'accrochais Non, mais j'arrivais bien avant le car.
Ah, tu arrivais avant le car. Ouais, parce que le car s'arrêtait, on s'amusait. Je n'ai pas fait de vélo, non. Alors, le collège à Berkane, il y avait combien de collèges? Il y en avait deux. Il y en avait deux. Le collège Aboul Khair, qui était un collège technique, maintenant c'est un grand lycée, un collège agricole et technique en même temps. Agricole et technique. Et le collège Ibn Rushd. Et moi, j'étais destiné pour faire un enseignement généralisé, ce qu'on appelait les 3 années. Et on apprenait beaucoup de choses. On faisait bien sûr les maths, la chimie, la physique, la mécanique, le français bien sûr et l'arabe. Donc, mais à la fin, c'est-à-dire au niveau de 3e année, on nous a donné la possibilité de dire bon, vous pouvez aller continuer l'enseignement long et donc aller à Oujda. Et moi, je fais partie de 3-4 personnes qui ont intégré par la suite le lycée Abdelmoumen. Alors là c'était. Alors comment tu faisais? Tu étais pensionnaire, tu étais pensionnaire alors? À Berkane? Non, à Oujda. À Oujda, interne. Carrément. Ouais. Interne pendant 3 ans. Et maître d'internat, puisque je doublais une année. Tu n'avais pas de famille à Oujda, non? Comment? Pas de famille à Oujda? Non. C'était l'internat. L'internat, ça aussi, c'est une autre histoire. Beaucoup de disciplines. Parfois, il y avait de la terreur, parce qu'on avait peur des surveillants généraux. On avait peur. Ça s'appelait comment? Comment? Le surveillant général? Non, je ne peux pas l'appeler, mais c'était un grand sportif que je salue. Ah. Que je salue, mais lui aussi. Ah, parce que tu as dit qu'il était très sévère, il te faisait peur. Non, il était très sévère. Bon, il y a prescription quand même. Et tu veux dire son nom alors? Oui, je salue Saad El-Moumeni. Je salue Saad El-Moumeni, qui était un grand gardien du Berid d'Oujda. Je ne sais pas si tu te rappelles les noms de cette équipe. Il est grand de taille et c'était un grand gardien. Moi, il me rappelait toujours le gardien qu'on appelle Day. Exactement. Day du Mouloudia, ouais. Exactement. Ouais. Voilà. Donc, au lycée, on était interne. Et la dernière année, j'étais maître d'internat, carrément. Voilà. Le week-end, tu descendais à la ferme alors? De temps en temps, très rarement. Très rarement. Ah, très rarement. Très rarement. Ouais. Oui, c'est loin, c'est 53 km. Ouais. Et même si je prenais le car, c'est-à-dire d'Oujda, je devais passer par Berkane. Et à Berkane, il fallait faire 11 km à pied. De temps en temps, je l'ai fait de temps en temps, mais bon, très rarement. Ouais. Voilà. Et Oujda, c'était les études. On n'avait pas la télévision, on n'avait pas tout ce que les jeunes ont maintenant. Il n'y avait ni ordinateur, ni tablette. Mais on avait la bibliothèque. Et tu as des camarades de classe que tu revois en ce moment, qui sont à Casa avec toi, installés à Casa par exemple, ou qui ont joué au rugby avec toi Jouer au rugby au niveau d'Adlemoumen, il y en avait 2-3 par la suite, mais je voudrais saluer tous mes amis. On nous appelait la table numéro 1. C'est Abqadr Arroud, enseignant, Mimoun Mouhtari, un ami intime qui est actuellement dans la région de Bouznika. Je salue Liaoui Allal, je salue Rahmani de Berkane, je salue aussi. On a perdu un, malheureusement. Très simple. Il fait partie un peu de ma famille. Il faisait partie aussi de ces gens qui sont partis de la plaine, à Berkane, à Oujda. Il est décédé l'année dernière. Il écrivait de temps en temps il a fait pas mal d'articles intéressants. C'est Ahmed Boutouel, qui lui a fait ses études en RSS et qui était marié à une Russe, revenu et travaillé, je crois, dans le domaine des finances, à la BNDE. Il est mort il y a maintenant 2 ans. C'est avec lui que je salue mon ami Abdelhaddad Abdelrazak, qui est à Kenitra. Il s'appelle de temps en temps. Voilà. Et puis il y avait des sportifs, bien sûr, à Oujda. Le grand sportif, tu as certainement connu, je voudrais aussi saluer, un jour je vais le faire venir ici à Radio Mars. Il s'appelle Tal Berhal, qui était un athlète hors norme, qui était champion 100 mètres, la perche, il frôlait les 5 mètres, avec une perche presque rigide, et puis le saut longueur, des perches en aluminium, des perches en aluminium, et après il a quand même sauté par la suite avec les premières perches, les premières perches flexibles. Flexibles, oui. Voilà. Et puis, il avait le record du Maroc, 7,13 m. Je crois qu'il se bagarrait, lui et Daouda, sur ce record. Je ne sais pas qui est le recordman, mais moi, je sais que Talbi avait battu le record, 7,13 m en son longueur. C'est quelqu'un qui était fainéant, on ne se connaît pas beaucoup, mais c'est de nature, c'était le chouchou de Abdelrahman Moutkouri. C'est-à-dire que c'est après Victor Mongorin. Parce que Mongorin avait été parmi un des premiers à franchir les 7 mètres. Après lui. 7 mètres 05 ou 7 Talbi, il était à 4 mètres 70. Tu parles de perche ou de longueur? De perche. Parce que tu as dit 7 mètres. C'est pas 7 mètres à la perche.
La perche, c'est, j'ai dit 4 mètres 70. 4 mètres 70, oui, d'accord. 70. D'accord, ok. Peut-être un peu plus, je ne sais pas. Mais Talbi a fait l'école des cadres, ouais. Avec moi. Alors, chemin faisant, bon, tu es au lycée, lorsque tu es interne au lycée, est-ce que tu te dis, bon, voilà, quand je serai grand, j'aimerais faire ça est-ce que tu pensais déjà ce que tu allais faire ou non? Pas du tout. Pas du tout. Et comment ça se fait que tu n'as pas fait l'autre branche, c'est-à-dire le collège agricole Voilà, je ne l'ai pas fait peut-être par complexe. Je suis fils d'agriculteur, je suis dans l'agriculture. Ouais. Pourquoi je fais C'était comme ça pour nous. D'ailleurs, mon frère, le demi-frère, mais pourquoi, il a pleuré pendant 3 jours parce qu'on l'avait orienté et il ne voulait pas et on a été voir pour dire, bon, écoute, voilà. Et attention. Par exemple, je ne sais pas, mais à l'école primaire, on t'appelait l'arobé, par exemple non, pas ça, parce que à Boulkhair, il y avait une génération qui ont fait cette école et ils sont tous maintenant soit de grands propriétaires terriens, soit des gens qui gèrent de grandes fermes, soit des gens qui sont devenus très très riches grâce à l'agriculture. Et c'était quand même intéressant, mais pour nous, en fait, aller faire l'école agricole, c'est revenir à Zreip. Zreip, il y a une grande école agricole jusqu'à présent, à 2 km de chez nous, et en fait, on allait revenir au champ. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Le champ, on y était, parce que bon, pour nos parents au départ... Alors tu voulais t'évader plutôt. Ah ouais, exactement. Exactement. Alors comment tu fais parce que en fait ton premier job c'est quoi? C'est professeur de PS, c'est ça? Mon professeur de PS. Mais ce que tu ne sais pas, Lino, c'est que j'ai un passage par l'académie militaire de Meknès. Ah ça je savais pas. Ah oui, parce qu'il se débrouillait. Il fallait se débrouiller. Ce que je voulais faire, c'est aller chez nous à l'époque, quand on était au lycée Admoumen, la mode, entre guillemets, c'était d'aller faire droit à Rabat. Aller à Rabat faire droit. Mais je ne pouvais pas. Parce que les bourses n'étaient pas généralisées. Les bourses ont été généralisées à partir de l'année 70. Donc, il fallait se débrouiller. Et j'entends quelqu'un me dire, tu peux aller à l'académie, parce qu'à l'académie, il y a une branche de la gendarmerie, tu fais 2 ans et après tu pars aux États-Unis. Je dis, mais tiens, mais c'est intéressant ça. Et j'ai été. Une fois là-bas, donc comme j'étais sportif, on faisait des tests, tu sais comment ça se passe dans une école, et puis on nous sélectionne, et puis on était des gens bien en anglais. On était anglophones au lycée. Parce qu'on n'avait rien à foutre. On apprenait avec nos profs, etc. Et qu'on nous dit, bon, écoutez, vous, la garde royale. La garde royale. Et bon, comme tout bon soldat, j'ai déserté. Donc j'ai quitté l'école. Comment, comme tout bon soldat? Ah d'accord, tu m'as fait peur là. Non, parce que là tu donnes un drôle de message. Tu dis comme tout bon soldat, j'ai déserté. Et puis, explique-toi. Je m'explique. J'ai tout simplement trouvé des excuses pour quitter gentiment. À l'époque, le directeur était un grand monsieur, mon colonel Sfraoui. J'ai été lui expliquer. Pas de problème. Quand tu es en civil, on dit il n'y a aucun problème. Je suis reparti, après j'ai pris le train pour aller à Casablanca. Pourquoi? Parce que le mois de juin, au lycée, on avait un prof que tu as connu, Mimoun Dahmani. Mimoun Dahmani me dit, écoute, pourquoi vous n'allez pas faire l'école normale d'éducation? Et comme il nous poussait, à la consommation... C'est Isba, ça. Moi, j'étais orienté. École normale supérieure, EPS. J'étais orienté, en fait. C'est-à-dire que même si je voulais faire géographie, etc., bon, ça y est. Donc, je viens. C'était très intéressant. C'est vrai qu'à l'époque, les enseignants avaient beaucoup plus d'influence dans l'orientation de l'élève, non? Aujourd'hui, on laisse un peu plus de liberté à l'élève. À l'époque, non. À l'époque, franchement, on forçait un petit peu la main, non? Mimoun était l'ami, le rugbyman. Et puis, tu connais comment Mimoun, comme il est toujours d'ailleurs. Il me dit, écoute, va faire cette école. Et je l'ai faite. Et il y avait avec moi Talbi. Alors, tu débarques à Isba? Oui. J'étais parmi les 4. On était 4 de la promotion qui avions notre bac. Et je débarque à Isba, venant de l'académie. Et on voulait me busiter, alors que je venais de passer le baillotage. Très intéressant. C'est très bien. Alors, belle époque. Très belle époque. Alors, qui tu retrouves là-bas? À l'école? L'élite sportive nationale. On avait les joueurs de l'équipe nationale de basket. On avait les footballeurs dont Bihi, notre ami. On avait Mohamed Merzak,
qui appelle tous les jours, qui envoie des SMS tous les jours. Il y avait Bihi, il y avait Merzak, il y avait les volleyeurs. Je me rappelle de Sirkatewi, qui est de la région de Jidida, qui était gaucher. On volait, c'était un excellent footballeur aussi. On avait le champion du Maroc du ski, Hosni Saïd, que je salue. Hosni Saïd était le seul Marocain, le seul musulman, le seul arabe, le seul africain qui en 68 a fait la descente. A fait la descente, je dis bien la descente au ski. Les gens ne connaissent pas beaucoup. Ouais. Un grand champion de ski. Parce que la descente, c'est quand même... il a fait la descente. Il a fait la descente. C'est une spécialité qui est, je dirais, assez... oui. Pas dangereuse, mais... Oui. Et les gens, il était classé 68e, je crois. Un truc comme ça. Mais il y avait une excellente équipe skieur des phares. Il faut être courageux pour descendre. Hein. Oui. C'est pas le slalom. Hein. C'était l'équipe des phares. Et à l'époque, les phares, il y avait une base à l'Oukrimdan. Ça florissait à l'époque, c'était vraiment... Alors l'ambiance a été comment à Innsbruck? Comment? À Innsbruck, était comment l'ambiance? Magnifique. Ouais. Magnifique. Tu passes devant, de temps en temps? Ça s'est passé l'année dernière et j'en ai pleuré. C'est désolant. Oui. Parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a à la place? Comment? Qu'est-ce qu'il y a à la place? On se demande qu'est-ce qu'il y a. Franchement, c'est... À un moment donné, c'était une école. À un moment donné, ils ont commencé à raser, à construire des trucs. Mais je ne sais pas si tu as vu du côté du terrain. Oui. Alors, nous, les terrains, on ne pouvait pas marcher avec des chaussures. Si jamais on te découvre avec des chaussures de vie, marcher sur le gazon, c'était une catastrophe. Avec Saad Mjid Douib d'abord, puis ensuite Sihim Tchtiti, comme directeur. Ouais. C'est pas possible. Donc... de très beaux souvenirs. Comme tu sais, on faisait des stages de ski chaque année, 15 jours, et c'est là où j'ai mordu. Le sport de montagne et le ski. Ouais. Et par la suite, donc, on enchaîne avec mes amis du Fran et d'Azrou, et on va relancer le ski club d'Ifran en 72. Et du ski club d'Ifran, à Casablanca, je crée avec mes amis à Casablanca l'Azukski. L'Azukski. Bon, alors écoute, tu m'as dit que tu étais un passionné de pop-rock des années 70-80. Ah oui, comme toi. Et donc, Guns N' Roses et Aerosmith, ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Il y en a d'autres, mais de toutes les façons, les chanteurs de cette période-là, on ne peut pas dire celui-là est meilleur que l'autre parce qu'ils nous faisaient tous vibrer. Voilà, donc Axl Rose et Steven Tyler. Donc, non, ce qui est drôle, c'est que franchement, on avait l'impression que ces groupes de rock se faisaient la guerre, alors que c'est pas vrai du tout. Du tout. Parce que là ils se retrouvent à Vincennes une fois à Paris, en 92. En live, oui. En live. Oui. Et tu as Axl Rose qui présente Steven Tyler, et puis voilà, comme si c'était son grand pote. À mon avis, c'était son grand pote. Et puis, voilà ce que ça donne. Guns N' Roses, et Aerosmith, Mama Kin. Voilà, Mama Kin. Tout à l'heure, on va parler certainement de Van Morrison. Absolument. Et Van Morrison, si on voit un peu sa bibliographie, il a travaillé presque avec tout le monde, même les groupes. Oui. Bob Dylan, il a travaillé avec Rex, il adorait Ray Charles, il a travaillé à peu près avec tout le monde, parce que lui, il est passé du jazz au rock. C'est vrai. R&B. C'est vrai, blues, tout. Ouais. Bon, ben on va écouter Guns N' Roses et Aerosmith. Très bien. Mama Kin. Alors avec Abdelkrim Lamouri, donc on était à Innsbruck, hein, Innsbruck à l'école des cadres, ce qu'on appelait l'école des cadres. Donc tu es diplômé du second cycle d'enseignement en 70, c'est ça? Diplômé en premier cycle en 70, et le second cycle en 76. 76. Voilà. Donc, et tu commences à enseigner quand alors exactement? Le stage, c'était 2 ans, 69-71. J'ai commencé à enseigner en 71, et puis en 76, j'ai fait mon second cycle. À l'époque, on appelait le cycle spécial. Ouais. D'accord. Et puis, il faudrait qu'on en parle. Mais avant, j'étais dans un petit collège qui s'appelle toujours le 6e arrondissement, collège FIDA, à Derb Sultan. Derb Sultan, oui. Ça veut dire beaucoup de choses pour moi parce qu'il y a beaucoup de souvenirs là-bas. Je ne te cache pas qu'on avait aussi à côté, on a fait la politique. Il s'appelait boulevard El Fida ou c'était encore boulevard de Suez? C'était toujours boulevard El Fida.
Ah, mais le collège s'appelait le FIDA. Et par la suite, j'ai été transféré à Moulay Abdallah, au lycée Moulay Abdallah. Alors là, il y avait toute la clique de gens. On va remercier parce qu'on nous amène 2 cafés ristretti. Ah oui, il a l'air bon. Ils sont bons en tout cas. Oui, ils sont bons. Au lycée Moulay Abdallah, donc, et de là. Alors, durant cette période, comme beaucoup de gens, je crois que c'est un phénomène qui est certainement connu, c'est que je me suis inscrit à la fac de droit. C'était pour moi quelque chose à titre personnel. Mais je n'étais pas le seul. Si je te dis, Lino, qu'on était des dizaines d'enseignants d'éducation physique, et il y a des gens qui sont maintenant, je peux citer beaucoup de gens. Notre ex-ministre, c'est Ahmed Mziane, Sidaki El Hassan, Dr Cheikhaoui, notre ami. Alors pourquoi droit Saadan. On a fait la fac. Parce que bon, on a fait la fac. Parce que vous étiez tous de gauche et vous non, c'est pas ça. Bon, il y a des gens qui ont fait son séco. Écoute, fac de droit ne signifie pas automatiquement. Parce que fac de droit, généralement, c'est gauche. Tu vois. Normalement, ça devrait être droite. Mais la fac de droit, c'est. Non, c'est vrai que moi, je fais Sciences Po. C'est vrai que la fac de droit, il y a. Comme Amin Birouk, je crois. Non, mais c'est vrai, fac de droit, non. Je sais pas, je peux peut-être me tromper. Mais généralement, dans une fac de droit, on est beaucoup plus à gauche, on se situe beaucoup plus à gauche qu'à droite. Je crois qu'il y avait beaucoup plus de gens, peut-être, de droite. Ah bon? Oui. C'est vrai que. Bon. Il y avait aussi au niveau des enseignants, il y avait beaucoup de gens de gauche, c'est vrai. Mais 3 années, mais en 77, 78... Moi, je voulais revenir donc, à ta carrière. Alors, ta carrière, bon, tu débarques dans un petit collège, donc collège El Fida. Un petit collège. Et tu restes combien de temps là-bas? 4 ans. Tu te rappelles du premier proviseur, par exemple Ah oui, ah oui. C'était un prof de gym, un ex-prof de gym. Un ex-prof de gym Ah oui, Haj Ouhadir, que je salue. Un grand sportif, et qui a joué au rugby, il est de la région de Bni Mellal, Turksiva. Voilà. Et là, on va en parler tout à l'heure certainement de l'éducation physique, etc. Voilà un proviseur qui, en faisant les emplois du temps, on plaçait d'abord les heures d'éducation physique, avant les mathématiques. Ouais, mais c'est pas tous les... Non, il n'était pas le seul. Ce n'est pas tous les chefs d'établissement qui étaient profs de gym, d'anciens profs de gym. Il n'était pas le seul. Je garantis, dans les années 60, c'était comme ça. Il n'était pas le seul. Il va falloir un jour le dire aux jeunes et aux gens de l'éducation nationale, l'éducation physique. Maintenant, et donc, ils plaçaient les heures de gym. On plaçait les heures de gym. Si Ouhadir Hamou tenait à placer les heures de gym, oui. Qu'est-ce que vous avez comme installation à l'époque? Un terrain goudronné de handball, un terrain qu'on avait goudronné ensemble de volleyball. Et ce collège-là, il y avait de la pierre. Il y avait des tonnes et des tonnes de cailloux. Et on ramassait les cailloux. On avait des gens de quartiers assez aisés là-bas, de l'autre côté de Polo. Et un jour, il y a un gosse qui venait dire, écoute, moi, mon père est riche, moi, je vous amène 10 ouvriers et vous me foutez la paix. D'accord? Et en ramassant les ouvriers, une fois, on a trouvé un pistolet de la guerre, qui datait de la guerre, complètement rouillé, etc. Mais on travaillait. Mais à la tête, il y avait Ouhadir Hamou. Il y avait le directeur. Il y avait des enseignants. Et il n'y avait pas les enseignants d'éducation physique. Il y a aussi des femmes qui venaient, enseignantes, qui venaient travailler avec nous. Et on avait aménagé un terrain aussi de volleyball. Et je vais te dire une chose, dans ce période-là, j'avais une équipe de volley dans ce collège, et on était restés finalistes, et on jouait contre qui? Contre le lycée Mohamed V, et on a joué la finale contre le lycée Moulay Abdallah, dans ce collège-là. Et moi, rugbyman, je m'occupais de volley. D'accord? Je me rappelle que notre ami Kamel Hlo était tellement... Il était à Moulay Abdallah, lui. Ah ouais, non, à l'époque, il était inspecteur. Il était venu nous voir. Voir le match. Ah, il était déjà inspecteur, alors. Ah oui, il était déjà inspecteur. Lui et Dakin Hassan. Voilà. Alors, justement, ta passion pour le rugby, elle te vient d'où? De d'Oujda? Bien sûr, elle vient d'Oujda. Alors, justement, je m'excuse de t'interrompre, mais pourquoi l'oriental, Oujda, et l'oriental et Oujda en particulier, c'est une terre de rugby? À mon avis, c'est une terre de rugby. C'est une terre de rugby. Alors pourquoi? Comment ça s'explique ça? Ce sont les hommes plutôt? Parce que ce sont des hommes forts, des hommes déterminés? Je ne pense pas. Non, c'est pas ça? Non, je crois que c'est historique. Le rugby, c'est du caractère. Oui, d'accord, mais c'est historique. Oui. C'est historique parce que l'USO est l'un des 2 clubs les plus anciens au Maroc. Ouais. Et si l'USO survit, si le coq survit, si le RUC survit, sont 3
Ils survivent cette période-là. Ouais. Parce que tous les autres grands ont disparu. L'OM a disparu. L'OM, il y avait un autre club l'ASPTTR a disparu. À Safi. Il y avait un grand club à Fès. Marrakech aussi, il y avait un grand club. Il y avait un club à Fès. Marrakech, il y avait un grand club, l'Assam. Ces clubs ont disparu. Mais pourquoi il y a 3 survivants? Un, Oujda, parce que les gens étaient intelligents et ils ont carrément mis en place des biens pour l'ISO. L'ISO a un café, l'ISO a un immeuble, l'ISO a... qui fait survivre maintenant l'ISO. Ouais. Au niveau du RUC, notre ami et père tous, Jean-Pierre Roger Contarel, je lui souhaite longue vie, bon rétablissement, Roger Contarel a eu l'intelligence d'avoir cette association avec l'université. Nous sommes un club universitaire. Nous étions le club des enseignants de l'éducation physique. On était, en 72-73, on était 15 enseignants de l'éducation physique jouant en équipe première. Et donc, qui dit prof d'éducation physique, dit comment on appelle ça, dit alimentation en jeunes, etc. Parce qu'il y avait l'esprit du grand club e-sport. Tu parles du rugby, Raoul Juet par exemple. Donc, il faut peut-être parler de ce russiste-là. Ce russiste, les gens ne connaissent pas. Voilà, il n'était pas uniquement rugbyman, lui. Voilà, il était sportif. C'était sportif. C'est lui qui a créé la section du tennis. Alors qu'aujourd'hui, finalement, c'est quoi un club omnisport? Généralement, il y a une équipe de football qui phagocyte tous les moyens et toutes les autres sections, elles n'ont que des miettes. Voilà. Et puis en fait, elles sont supportées, je dirais, avec beaucoup de difficultés par le comité directeur. On les tolère à peine. Hein, et c'est un poids. On dirait que c'est un fardeau. Tout à fait. Toutes ces disciplines-là, ce sont des fardeaux, parce qu'il y a la discipline reine, c'est le foot. Et puis le reste, bon, ça vivote. Mais là, tu parles d'un cas. Et à l'époque, non. Parce que le Coq, c'est un grand club omnisport. Le RUC, c'est un grand club omnisport. À Rabat aussi, tu avais pas mal de clubs omnisports. Les OM, le Stade Marocain, tout ça. Au RUC, on avait 12 sections. Bien sûr. 12 sections. Ça va du tennis, rugby... athlétisme, aviron. Aviron. Bien sûr. Hockey. Il y a même la chasse et le plein air aussi, qui existent toujours d'ailleurs, qui sont très dynamiques, qui sont toujours là. Et... Bon, et le Coq, parce que c'est un club, je crois que c'est l'unique club, véritable club de quartier. Club de quartier. Voilà. Donc il y a une pépinière naturelle. Et les gens, quand ils veulent s'amuser, les gosses, ils viennent au terrain du Coq. Et avant, c'était comme ça, quand c'était pas fermé, etc. Les gosses rentraient au Coq et jouaient. Donc voilà pourquoi... Mais je te remercie, parce que là, tu viens de donner 3 métaphores, hein, trois images différentes. Celle de Lusso, hein, tu disais. Oui. Donc, des gens qui ont pensé à l'avenir. On dit, bon, et pour survivre, il va nous falloir des biens. Tout à fait. Lusso a un café. Oui. Donc, voilà. Le RUC, bon, c'était la tradition du grand club. C'est l'université. L'association où tout le monde est sur le même pied d'égalité. Oui. Et le Coq, où les jeunes du quartier s'identifient à un club et le club s'identifie au quartier. C'est la pépinière naturelle. Naturelle. Les gens sont là en train de jouer et hop, on les voit au cadet. C'était comme ça. La ferme bretonne. La ferme bretonne. Voilà. La ferme bretonne, pour laquelle il y a aussi des gens, moi je ne connais pas les gens plus anciens, mais j'ai connu une personne que je salue. J'ai appris beaucoup de cette personne, parce que j'ai collaboré avec lui, c'était Tarusson. GG. GG, beaucoup de gens le connaissent comme ça, mais je pense moi que c'est une valeur humaine. Je l'ai côtoyé. Franchement, là, je pense qu'il faut qu'on s'arrête un moment. Oui. Hein, parce que je crois qu'il faut rendre hommage à GG Tarusson. C'est quelqu'un qui d'abord qui avait le Maroc dans son cœur. Hein. Oui. Et bon, là maintenant, il s'est retiré en France parce qu'il y a de gros problèmes de santé, etc. Voilà. Mais il n'y a pas longtemps encore, donc il a toujours sa maison d'ailleurs sur la côte, hein, je crois. Hein, voilà, donc à la Corniche. Et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le sport marocain, pour le rugby, pour le sport. Qui est un grand éducateur, Le nombre de gens pour qui il a trouvé du travail, qui a placé, qui sont maintenant... parce qu'il était directeur dans une tannerie. Tu te souviens, hein, une tannerie. Bon, on parle à nos... D'ailleurs, je regarde. Je me souviens même pas d'ailleurs du nom de cette tannerie au quartier des abattoirs, là, à la Villette, à Casablanca.
Et franchement, soit il les embauchait chez lui, à la tannerie, soit il était directeur général, il était de cette tannerie-là, voilà, je crois. Soit ensuite dans sa propre tannerie, parce qu'après il a monté sa propre tannerie chez lui, ou alors il essayait de les placer. Il les plaçait ailleurs, chez ses amis, chez ses copains. Un dans un garage automobile. Il essayait de justement... C'est ce profil-là qui nous manque. Ouais. Moi, je l'ai côtoyé, pas en tant que... Je te dirai tout à l'heure pourquoi je n'ai pas été en équipe nationale, mais je l'ai côtoyé... Parce que Gérard, qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait, bon, le rugby, d'accord, mais vous n'allez pas vivre du rugby. Attention, il vous faut un boulot, il vous faut un job. Bon, ça fait plaisir que vous jouiez au coq, hein, mais il faut quand même assurer son avenir. GG a préparé et formé des gens qui sont maintenant hommes d'affaires. Notre ami Saïd Bouhajeb est passé aussi par là. Oui. Et quand Saïd me parlait de comment il se comportait avec Titra, c'est incroyable. Moi, GG, je l'ai côtoyé. Et comme on dit, voilà, GG, qu'est-ce qu'il a eu en retour? Bon, il a eu beaucoup de satisfaction, hein, en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Peut-être que c'est là où il a eu le plus de satisfaction. Voilà. Mais après le retour, est-ce que tu te souviens de son problème qu'il a eu avec Ernest Durand? Tu te souviens? Caf-Coq, c'était des derbies très très chauds. Et Durand l'avait plaqué en retard. Il avait fait les 2 ou 3 côtes. Et ça s'est terminé en bagarre générale. Jackie Bayonne qui avait écrit un papier sur la Vichy marocaine à l'époque, incendiaire. Et après, bon, ils se sont réconciliés. Ernest est allé ensuite en clinique voir GG. On avait ce genre de bagarre. C'était des bagarres sympathiques. Mais c'était des bagarres saines, c'était. Hein. C'est vrai. Hein. Oui, c'était des bagarres. On en a vu. Non, ce que je veux dire, finalement, aujourd'hui, bon, à part nous, bon, qui l'avons connu ou le milieu du rugby, mais qui connaît Gérard Tarusson, entraîneur de l'équipe nationale de rugby? Il n'y a pas que lui, Lino. Il y a les gens qui ont travaillé pour l'éducation physique, qui sont partis. Kornolou, par exemple. Qu'est-ce que Kornolou a fait? Moi, je pense que Kornolou, ce que fait Kornolou pour le sport, pour l'éducation physique, pour le rugby, incroyable. Moi, je voudrais dire aux jeunes... Au RUC aussi, il y avait quelques personnages pas mal aussi. Hein. Ah oui, on va en parler. On va en parler. Il y a des gens qui reviennent de temps en temps nous voir. Ouais. Moi, j'ai appris beaucoup de Robert Fels. Sur le plan humain, d'abord, puis sur le plan sportif. Tu sais, Fels, c'est un des premiers entraînements que parfois les juniors s'entraînaient avec l'équipe première. C'est une tradition. Et quand je me retrouvais dans le vestiaire avec Feltz, je dis c'est pas possible. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Et tu vois, en fait, j'arrivais même pas à enfiler mon maillot parce que j'étais tellement fier. La personnalité, la manière de. Attends, tu avais Feltz, j'avais le poivre, et tu te disais mais c'est Bonnet, Dimitri. Dimitri. Nos amis maintenant. Tu disais, mais Dimitri, attends. Qu'est-ce que je viens faire ici, moi? J'ai une petite histoire avec Dimitri, moi. Ouais. Il est médecin, lui. Qui était chirurgien dentiste. Moi, j'ai entraîné l'équipe nationale en 75. Ouais. J'ai amené l'équipe nationale en 76 aux Jeux championnat du monde junior à Albi. Ouais. Et puis, on commence le premier match contre la Roumanie, qui était restée finaliste. Il pleuvait, c'était torrent, on était très mal placés. Nous, les Marocains, on était à la folle, Fédération des œuvres laïques. Les Allemands étaient avec nous, ils ont ramassé leurs bagages, ils sont repartis. Bon, on les a arrêtés à l'aéroport pour les mettre dans un palace. Bref. Mais on a perdu par 3-0. Une pénalité. Et on a fait un grand match. Et puis, moi, j'étais complètement, vous savez, plein de boue, parce qu'il pleuvait. Je rentrais sur le terrain à l'époque, etc. Je faisais médecin, je faisais tout. Et puis, on rentre dans le vestiaire, et puis il rentre. Est-ce qu'il y a un Russiste ici? Je dis oui, je regarde et je reconnais Dimitri. Parce que moi, je l'ai vu jouer. Il me dit, tu viens tout de suite avec moi. Et je sors, je dis, écoute, attends que je me nettoie. Il me dit, non, tu viens avec moi. Je rentre chez lui, je représente sa femme. Et moi, écoute, je coulais debout. Il y avait un fauteuil comme ça, un grand fauteuil blanc. Et moi, je ne pouvais pas m'asseoir. Et puis, de l'épaule, il me fait une percute. Il était immense, oui, Dimitri. Boum, il me fait asseoir, bon, comme ça. Je dis, bon, tant pis. Et on a été là. Il vient, lui aussi, de temps en temps. Il vient voir Chtiti. Ouais. Il vient voir Sahmed. Mais tout, bien sûr, parce que, bon, évidemment, ensuite, bon,
la vie c'est comme ça. Bon, tu te sépares. Faut pas qu'on oublie Chavagnac, Sorange. Hein, oui, bien sûr aussi. Sorange à Inseba aussi, bien sûr. Donc, Donc, voilà. Voilà, je pense qu'il fallait quand même rendre hommage à Gégé Tarussan, à qui on souhaite aussi une très longue vie. Hein. Et Roger Cantarel. Voilà. Roger Cantarel, bien sûr. Ouais. Alors, ensuite, tu arrêtes quoi Ensuite, j'ai eu ma licence. Et donc, oui, justement, alors parallèlement, tu fais des études de droit. Hein. Je fais des études de droit. Ouais. Et je me préparais pour partir. Et tu vas la décrocher, cette licence en droit, finalement? Ah oui, à tout prix. Et tu sais, j'étais avec... et tu arrives. Il disait, si tu viens pas avec moi, je viens pas. C'était mon ami Dakilas. On a fait ça ensemble. Et lorsque j'ai fait... Et lorsque je devais faire le second cycle, j'ai arrêté une année. Il a arrêté, il nous a attendus. Et puis on a refait la troisième année. Donc j'ai eu ma licence. Ouais. Quand j'ai eu ma licence, donc j'étais au lycée là, j'ai eu ma licence et je voulais partir au Canada. En 80, ça. Mais tu as fait aussi l'ISKE? Pas encore. Ouais. Après ta licence en droit. J'ai même ma licence de droit et j'ai intégré une banque. Ouais. Je rencontre par hasard un directeur général d'une banque dans un mariage. Et moi, je me préparais pour partir au Canada, à Laval. J'avais mon inscription. Il me dit non, tu ne vas pas, tu viens chez moi. Il est comme ça, lui, il était ministre aussi, il est de la région. Monsieur Taïeb Rafes, que je vous salue. Il me dit, tu viens chez moi, j'ai besoin de toi, tu viens. C'est une petite banque qui n'était pas loin ici, qui s'appelait la Société de Banque et de Crédit. La SMDC, oui. La SBC. Oui, il était là, juste à côté. Oui, la SBC, oui. Juste à côté de Radio Mars. Oui. Non, parce qu'il y en avait une autre, une petite qui s'appelait la SMDC. La SMDC, il y avait la SBC qui était à l'arrière. Cette petite banque était une banque maroco-suisse. Avant, il était une banque maroco-américano-franco-suisse. Et puis, la SBC, oui, c'est vrai. Comme moi, j'étais là-bas, il y avait encore les Suisses. Il y avait la SBS. Qui était en face le Silmarif. Voilà. Ouais. Et là, bien entendu, je découvre la banque. Et je passe le concours du cycle supérieur de gestion et j'ai réussi. Je fais 2 ans. Donc j'ai eu mon diplôme de supérieur. Et je fais un travail sur le marketing bancaire à l'époque. Le marketing bancaire. Ouais. Et bon, ensuite... Mais dis-moi, là on peut dire une fois de plus que le sport mène à tout. Tout à fait. Parce que le sport, en fait, le sport c'est quoi? C'est se fixer pratiquement tous les jours des objectifs. Essayer de les atteindre, essayer de les battre, de les dépasser. Et tu te dis, bon, c'est un perpétuel challenge. Le diplôme de PS, ça ne suffit pas. Ma licence en droit, ça ne suffit pas. Je fais l'ISKE et tu vas continuer encore. Ah oui, je vais continuer encore. Maintenant, je continue à apprendre. Oui. Je continue à apprendre. Je vais m'inscrire en doctorat. Alors écoutez les jeunes, je ne sais pas si c'est beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Le mois prochain, je fais... Je ne sais pas si beaucoup de jeunes nous écoutent, parce qu'ils disent généralement, Lino Café, c'est pour les croulants, c'est la nostalgie. C'est plus Radio Nostalgie que Radio Mars. Le mois d'avril. Mais les jeunes devraient prendre quand même... Le mois d'avril, je fais un stage pendant 4 week-ends sur la PNL. Oui. Sur la PNL, sur l'hypnose, sur des choses très intéressantes. Parce que là maintenant, au niveau de l'entreprise, je travaille beaucoup sur tout ce qui est comportemental. Marketing, bien entendu, le management, le changement, le développement personnel, le commercial. Mais je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle maintenant, dans les nouvelles, si vous voulez, évolutions du management, tout ce qui est implicite. Les gens vous disent, oui, ok, on a mis des systèmes en place, système qualité, système ceci, système... Ouais. Mais on veut savoir, qu'au fond, qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui a changé? Là, on ouvre une parenthèse. Allez, on parle justement on parle d'entreprise. Qu'est-ce qui a changé par rapport à, je dirais, à la gestion d'entreprise d'antan, par exemple? Ah bah, beaucoup de choses, énormément de choses. Je parle, moi, d'une manière à l'échelle universelle. Est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose sur le plan humain? Non? Certainement. Hein? Certainement. Et ce que tu dis est très juste, Lino, parce que là en ce moment, il y a une grande problématique qui est posée. C'est ce management à la toise. On mesure tout. Oui, voilà. On mesure les comportements, on mesure tout. Et tiens, j'ai un autre article, Le Monde du week-end dernier, il y a 3 études là-dessus. 3 chercheurs du CNRS qui parlent de l'évaluation. Est-ce que l'évaluation est quelque chose
Et après, on en déduit quelque chose, et puis c'est la vérité. C'est ça ou c'est rien. On remet en cause. Et moi, si je te dis ça, c'est parce que maintenant, l'entreprise est en train de se réorienter pour mettre la valeur humaine au cœur de l'entreprise. Ben oui. Parce qu'en fait, depuis qu'on appelle ça les ressources humaines, je crois qu'on est de moins en moins humain dans les entreprises, non? En fait, il y avait, après la guerre, il y a l'école Taylor, le taylorisme. Là, l'homme était considéré comme machine, il devait produire. Taylor avait une philosophie noire de la valeur humaine. Mais il a apporté beaucoup de choses en termes de productivité et production. Et ensuite, il y a eu l'école des ressources humaines. Et l'école, il y a eu beaucoup, si vous voulez, beaucoup d'orientation. Elle a évolué. Et maintenant, on est allé vers ce qu'on appelle le management de la mesure. Après 78, la guerre du pétrole, 73, et puis les années 70, c'est le changement radicaux ont commencé. Et on est allé vers ce qu'on appelle la recherche de la performance à tout prix, quitte à mettre des systèmes d'évaluation. Et voilà, les gens, les cadres... À robotiser un petit peu l'homme. Et les cadres, ils prennent des somnifères la nuit et des vitamines le matin pour tenir la journée. C'est horrible. Et là, on remet tout ça en cause et on revient de plus en plus vers la valeur humaine au cœur de l'entreprise. Je crois que c'est une grande évolution. Ça me plaît, là, les cadres aujourd'hui, ils prennent des somnifères la nuit pour dormir et puis ensuite ils prennent des vitamines pour être en forme le matin. On est passé par cette période. C'est vrai. Oui. Ouais. Alors écoute, après on est arrivé à notre deuxième... On est à la mi-temps pratiquement. On est à la mi-temps, donc puisque on en est à notre deuxième morceau de musique. Oui. Continue. Alors là j'ai choisi, je pense que ça va te plaire, c'est les Creedence Clearwater Revival. Souvent appelé Creedence, tu vois, Creedence. Ou alors ils appellent carrément CCR. CCR, ils appellent aux États-Unis. Alors c'est un groupe blues, country, de Berkeley, dans la fameuse université de San Francisco, au sud, dans la région de San Francisco. C'est un groupe qui a été formé en 58. Et pourtant, tu vas voir que cette musique est toujours, je dirais, d'actualité. Oui, comme beaucoup de musique, et dont notamment la musique classique arabe, etc. Ouais. Alors, au début, ils prennent le nom de Blue Velvets. Il y a en particulier il y a Tom Fogerty, donc, qui était un des leaders. Alors, on va écouter I Heard It Through the Grapevine. Voilà. Donc ça, parce que là-bas aussi, il y a beaucoup de raisins dans la région de San Francisco. Voilà. On va écouter Creedence Clearwater Revival. Voilà. Très très magnifique. Voilà. Alors on se soigne, n'est-ce pas, mon cher Abkrim Lamouri, avec les Creedence Clearwater Revival. Tout à l'heure c'était les Guns N' Roses Aerosmith. Et puis restez avec nous, vous aurez droit à Van Morrison dans une petite vingtaine de minutes. Alors, je vais parler de Van Morrison. Après je vais te raconter une petite anecdote avec vécue à Belfast, justement. D'accord. À Belfast, à propos de Van Morrison. Oui. On va en parler. J'ai quelque chose à te dire. Alors, dis-moi, donc, tu es prof d'éducation physique, tu passes ton diplôme à INSBA, tu licences en droit, tu l'ISKE, et puis, donc, tu es très lié à la gestion d'entreprise, marketing en particulier, etc. Tu as bossé pour une boîte américaine, pour une multinationale américaine. En 80. Première réplique, elle est toujours installée c'est-à-dire que la maison, enfin la multinationale américaine a vendu, Warren Lambert a vendu le business de confiserie à Cadbury. Cadbury, ils sont connus par Schweppes. Et puis Cadbury a vendu à General Kraft Food. Maintenant, c'est General Kraft Food au Maroc. Mais la compagnie est toujours là, dans un quartier, quartier de Marif. Voilà. C'était Clark Gum Company. Clark Gum Company, C'est chewing gum. Elle est plus connue par ses produits. Ça faisait très américain. Alors justement, un jour tu m'as dit, tu avais été recruté par des Américains ou des Britanniques?
C'est les Américains, mais le patron était anglais. Il était anglais, hein. Voilà, il était anglais. Et un jour, tu m'avais dit... Oui. En fait tu m'as raconté ça, il te dit, est-ce que vous savez pourquoi, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai recruté? Alors que vous étiez 3. Vous étiez 2 ou 3. Là, quelle histoire. Ouais. Oui, Lino. C'était sur la route de Fès. Il n'aimait pas la voiture, je conduisais. Et puis il s'est retourné comme ça, il me dit, écoute, est-ce qu'un jour tu t'es posé la question pour dire pourquoi je t'ai recruté? Je dis, je ne sais pas, franchement non. Il me dit, vous étiez 3, il y a un que j'avais éliminé, mais l'autre, il était un peu mieux que toi. Mais si j'ai opté pour toi, c'est parce que toi, tu étais rugbyman et tu es rugbyman. Voilà pourquoi. Je le dis ça, je le dis aussi aux jeunes dans le sport. Je ne veux pas revenir en arrière. Moi, j'étais en garant timide à l'école, au lycée. Quand je savais que le prof allait me faire monter au tableau, je n'allais pas. Un grand timide, je ne pouvais pas parler d'eux. Mais je dois, mon éducation, je dois tout ce que je suis maintenant au sport et surtout au rugby. Et les Anglais savent qu'est-ce que c'est que le rugby. Ouais. Et pendant, il est resté avec moi 3 années. Pendant 3 années, dans l'appréciation finale, il dit, Abdou sait travailler dans le stress parce que c'est un rugbyman. Ça c'est beau ce que tu viens de dire. Savoir travailler dans le stress. C'est vrai parce qu'en fait aujourd'hui on est plus ou moins, on est tous stressés. Oui. Bien sûr. On est stressés, c'est vrai. Et savoir travailler dans le stress, c'est pas donné à tout le monde. Exactement. Moi, si je suis pas stressé, je suis pas rentable. Si je ne suis pas, quand je prépare mes séminaires, c'est la dernière minute. Mais ça bouillonne dans ma tête et puis il y a la tempête et hop, ça vient. Et ça, on l'apprend. On l'apprend. Le rugby, Lino, on apprend dans l'action. On apprend dans l'action. Et dans l'action, tu pratiques la solidarité, la cohésion, l'entraide, etc. Je suis sûr que tu as vécu des situations où tu es avec le ballon et tu es à 2 mètres de la ligne et boum, on te soulève de derrière 3-4 personnes et hop, qu'est-ce que tu fais finalement? Qui a marqué? C'est pas toi. C'est ceux qui sont venus en courant et qui t'ont ramené au-delà de la ligne. C'est magnifique tout ça. C'est vrai. Le rugby. C'est vrai parce qu'un match de rugby, ça dure 80 minutes et en fait, c'est une vie qui défile dans un match de rugby. Tout à fait. C'est ça, parce que tu as ce soutien, cette fraternité, et puis tous les autres sentiments. Qu'est-ce que c'est que le rugby, Lino? Je t'apprends rien, c'est un gagne-terrain. Tu gagnes terrain, vous êtes 15 personnes et vous devez ramener un trésor de l'autre côté. Et vous avez des contraintes, des obstacles. Alors, il y a toutes les stratégies. Avancer, tu peux pas. Avancer, mais comment? En fait, il y a que le ballon qui recule. Bien sûr. Mais toi, tu avances. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, il suffit que tu fasses bouger la ligne davantage de 1 mètre, de 50 cm. Tu déstabilises complètement l'adversaire et aussi ton équipe. Et en fait, quand on regarde le match de rugby d'en haut, on voit ça. On voit... Alors justement, une petite parenthèse de rugby d'hier, le rugby d'aujourd'hui. Comment tu trouves le rugby aujourd'hui? Le dernier tournoi à destination, par exemple. Il y a eu des matchs exceptionnels. Magnifique. Qu'est-ce qui a changé par rapport au rugby, à notre rugby, enfin? Je crois que d'abord... Parce qu'on était pas mal quand même au Maroc. On était pas mal. On était pas ridicule. On va peut-être parler tout à l'heure. On était pas mal. Mais le rugby à l'échelle universelle... On peut dire qu'on était dans les 10 premiers en Europe? Dans les années, début des années 70, oui. Parce que finalement, on battait l'Allemagne, on battait l'Italie. En fait, tu as enlevé les anglo-saxons, tu as enlevé les Britanniques. Oui, il y avait aussi les îles. Il y avait les Roumains. Les Roumains. Non, je parle en Europe. Parce qu'on participait à la Coupe de la FIRA. En Europe, on jouait en Coupe d'Europe. Bien au niveau des 10. On jouait en Coupe d'Europe. Quand on jouait même à la Coupe d'Europe des champions, des clubs champions, on n'était pas ridicule. Le RUC, quand on jouait contre Barcelone, quand on jouait contre Grivita Rosier, les Roumains, où on n'était jamais ridicule en Coupe d'Europe. En junior, on était classé 3e et 5e, 2 fois de suite 3e, 5e, et 5e c'était moi, c'était Albi. On a été classé 5e parce qu'on nous a appliqué l'âge average avec la Hollande. Et l'équipe hollandaise était un peu plus jeune que nous. Donc voilà, c'est tout. Mais, rappelle-toi du match, je ne sais pas,
contre l'Italie ici et là-bas. Du match contre l'Allemagne ici. Mais même contre la France. Et contre la France ici, contre la France. 71. Ah, 71. Ah oui. 71. Et il y avait de drôles de... il y avait une belle équipe de France. Hein. Et oui. Il y avait un pilier français très connu, je ne me rappelle pas du nom. Il avait dit, je n'ai jamais souffert que face à une personne que tu as connue, qui est décédée, Mohamed Hamdi. Oui, Hamdi. Cette force de la nature. Voilà. Et il a été victime de l'accident du Portugal avec celui et avec notre ami Farhat qui est toujours à Marrakech dans une chaise roulante. Qui pense à Farhat maintenant? Et je discutais un jour avec lui, il me dit écoute, l'essai de la victoire au Portugal, c'était Hamid Harouchi qui l'a marqué, mais c'était Farhat qui lui a donné la balle. Joué 2000. Voilà. Bon. Revenons, disons que c'est une grande discipline aux grandes valeurs et on apprend beaucoup. Et le rugby a changé. Tu m'as posé la question. Je dis techniquement, le rugby a beaucoup évolué parce que le règlement aussi a évolué. Oui, bien sûr. L'ascenseur, moi par exemple, l'ascenseur, je ne l'ai pas digéré, par exemple. Je n'aime pas. Moi, je suis un puriste. Moi aussi. Voilà, l'ascenseur. Tu étais chanceux, j'étais chanceux. C'est pas très rugby. Parce que moi, j'étais deuxième ligne, donc en fait, l'ascenseur, ça n'existait pas. C'était pénalisé. 4-5 mètres, je ne sais pas. Mais il pourquoi ramasse la balle à 4 mètres, c'est incroyable. C'est ridicule, finalement. Moi, je sautais. Tu sais, le seul point noir, je dirais, oui, mais il y a quand même, au niveau du jeu, maintenant avec le pick and go, je crois qu'il y a une évolution. Sauf que malheureusement pour nous, maintenant, le rugby se joue au sol. Or, nous, le sol, tu connais comment ils sont. D'accord. Et la dernière fois chez toi, lorsque Amara disait on ne peut pas jouer au rugby en dehors du gazon, il a raison. Je dis bravo Amara. D'ailleurs, j'avais fait un petit SMS. Oui, malheureusement, le rugby a évolué. Nous, on est handicapés par on a joué quand même à Khoribga. Hein. Et Safi, tu te rappelles du terrain de Safi? Il n'y avait pas de gazon. Hein. À Safi, mon premier match, moi je l'ai joué à Safi. À Safi, à Khoribga, il n'y avait pas de gazon. Hein. Je prends la balle, je passe, je jouais troisième ligne, et puis j'étais en train de regarder où il est. Et les gars me disent aplati. Et c'était une plaque de béton. Une plaque de béton. Je dis béton, mais c'est une pierre qui fait 10 mètres à Safi. Et pourtant, on avait la meilleure équipe du Maroc pendant longtemps. Alors, Abkrim Lamouri, le dirigeant, est-ce que tu te souviens de ton premier... Sportif. Dirigeant sportif, oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu te souviens de ça, ton premier club? Alors, c'est rugby ou montagne d'abord? Moi, je dois parler des deux. Ou parallèlement, le rugby. Tu ne cumulais pas quand même? Comment? Tu n'as pas cumulé? Je n'ai pas cumulé. J'ai commencé par le rugby. En 60, tu parlais tout à l'heure de la grande équipe du rugby. On avait mon professeur, mon ami et mon entraîneur, Ahmed Chiti, était à la fédération. Et moi, en 71, il nous dit Abdou, tu viens ce soir. Le mardi, il y avait toujours la réunion. Et j'allais avec feu Hamid Khabar, grand joueur du rugby, et on allait à la fédération. Quand on allait à la fédération, on écoutait les gens. Et on était comme ça, ébahis, devant le Hajj Mohamed Jelloun, Siboutami, Abdelhaï Araqi, Driss Sass de Rabat, c'est Mohamed Koutbi, on était jeunes. Et quand il passait à la discipline, nous on sortait. Et lorsque on nous donnait un carton rouge au RUC un dimanche, Chiti le multiplié par 2. C'est mon autre entraîneur. Il multiplie par 2. Vous n'avez pas le droit d'avoir. Voilà un peu l'esprit. Un Russie devait donner l'exemple. Voilà. Et petit à petit, le rugby allait vers une phase très compliquée, très difficile, les années 78, 79, etc. Et en 78-79, j'étais élu président délégué de la fédération, avec des anciens amis. Il y en a qui sont décédés comme Fathallah, qui est son âme. Puis il y avait le Baraka de Rabat, il y avait Nkhili, qui est actuellement au FUSE. On était une bande d'amis. Et notre président était M. Tabié, qui était au ministère, avec Maître Semlali. Et moi, je m'occupais de rugby pendant une année. Et à l'Assemblée générale d'après, je subis un coup d'État. Boum, on vient me renverse. Par, bien sûr, mes amis du COQ, etc. Et
là, je continue 1 ou 2 ans. Et comme je t'avais dit tout à l'heure qu'on avait fait un stage à Lucca, j'avais mordu. Moi, j'adore la montagne. Et du ski club de Dufresne, l'Azuk Ski, et j'intègre automatiquement la fédération. Alors l'Azuk, justement, vous avez créé cette section ski et montagne à l'Azuk. À Casablanca. Ouais. Et en 2 ans, on avait déjà des petits champions. En 2 ans. On avait des petits cadets minimes, champions du Maroc, champions. Voilà. Et là, c'était un défi parce que les gens disaient « Ah oui, le ski, c'est la montagne ». Non. De Casa, on peut avoir un club de ski. Lino, les années 80, c'était la période de la sécheresse. À l'Azuk Ski, on amenait 60, 70 personnes, peut-être plus, plusieurs fois par an à Lucca. Il fallait tout ça. En 2 heures, on pouvait... Il n'avait pas le portable. Hein. En 2 heures, on pouvait coordonner. Et puis, hop, allez, les voitures, le car, etc. On s'en va là-bas pour faire la randonnée à Lucca. C'était magnifique. C'était magnifique. Notre bureau, c'était un petit café au Maire Sultan, à côté du cinéma Lynx. On était là. D'ailleurs, le cas existe toujours. Il y a des anciens, Salama et compagnie, ils sont toujours là dans ce cas. Et on allait là-bas. Et en 90, on organise peut-être le plus grand événement sport de montagne, parce que, en tant que président délégué de la fédération, je vais représenter la fédération de ski à Istanbul. À Istanbul, oui. Istanbul. Et là-bas, bien sûr, je rentre. Il y avait un secrétaire général suisse, très sympathique. Et je lui dis, écoute, je veux faire un discours. Il me dit, écoute, mais arrête, là, on n'est pas là pour ça. Je dis, non, je vais faire un discours. Il me dit, ben, on verra. Alors, d'abord, je trouve qu'une réunion, il y avait mon nom, et puis, cette réunion s'appelait les Petites Nations. Le Maroc, la Turquie, la Grèce, je ne sais pas, les Petites Nations. Carrément écrit les Petites Nations. Les Petites Nations. Je sors de la réunion, et je note ça. Et puis, ensuite, je discute avec les gens. Maroc, Monaco, on fait du ski, mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a du ski au Maroc, mais c'est pas bon. Deuxième. Et puis, bon, la dernière grande réunion, c'était la salle Atatürk. Je ne sais pas, c'est une salle pour 2000 personnes, peut-être plus. Et c'était pleine. Et puis, comme il y avait des petits problèmes, à l'époque, c'était le président Rodler, qui était vice-président du comité olympique. Et puis le secrétaire pour la parole, il dit, je donne la parole au délégué du Maroc. Et moi, heureusement, j'avais préparé un bon discours. D'accord? Et je commence d'abord à répondre à ceux qui disaient Monaco, Morocco, est-ce qu'il y a de la neige? Je commençais par une citation sans Najid Hassan II. Il disait, le Maroc est un arbre qui plongeait, la fameuse citation, ses racines en Afrique, qui se nourrissait des... Et les branches respirent en Europe. Exactement. Oui. J'ai dit, cette citation est applicable à 10 000% en matière de ski, parce que lorsqu'il neige, aux Pyrénées et dans les Alpes, il neige à Lucca et au Maroc. Monsieur le Président, nous sommes une grande nation. Et je commençais à parler de la montagne de l'Atlas, qui fait 800 km du sud d'Agadir jusqu'à la frontière algérienne, et puis du Rif. J'ai dit, la colline du Tazar, c'est-à-dire le sommet de Tidirine au Rif, lorsque de la Sierra Nevada, l'hiver, quand il fait très très beau, il n'y a pas de brume, on voit ce sommet de Tidirine. Nous sommes, Monsieur le Président, j'ai répété ça plus de 5 fois, nous sommes une grande nation de ski. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de télésièges, et on ne mesure pas les nations au nombre de télésièges qu'ils ont. J'ai dit ça. Et puis ensuite, j'ai dit, Monsieur le Président, permettez-moi aussi, j'étais étonné, pour ne pas dire stupéfait, de voir dans le domaine du sport, on appelle encore les petites et les grandes nations. Je ne comprends pas ça. Boum. Très bien. Odler est un fou du Maroc, est un ami du Maroc. C'était un grand ami de l'Hajj Mohamed Mjloun. Je crois même qu'il avait une résidence à Marrakech. Et il connaissait le Maroc, peut-être beaucoup plus que moi. Et il a pris la parole pendant 10 minutes. Et la soirée finale, quand il fait ce discours, il a rappelé ce que j'avais dit. Et ce discours est sorti sur une revue de la FIS en anglais pendant 2 ou 3 fois, je crois. Je rentre au Maroc, je rencontre les Allemands. Les Allemands me disent, écoute, quel est ton problème? Tu veux du ski, tu viens. Tu veux 500 paires de ski, 500 paires. Amène ton camion et tu viens. Je te jure. Je rentre au Maroc, il me donne un dossier. Et je vais voir notre ami, que Dieu et son âme, Kenneth. Je dis, Kenneth, regarde. Américaine. Oui.
Kadmiri regarde. Me dit, oh là là, mais tu te rends compte, mais ça va, tu connais. Et il faut tout de suite y aller, remplissez ce dossier. C'était un sanguin, hein, Kadmiri. Ah oui. Moi, grand rugbyman, grand joueur de rugby, grand éducateur. Hein. Écoute, je lui ai rendu hommage et tu étais présent. Ouais. Hommage à Kenneth. Je tenais à le faire et je l'ai fait. Ouais. Bon, 15 jours après, je reçois un papier. On me dit, écoutez, on vous a envoyé. J'ai reçu un conteneur de perches flexibles parce que j'ai montré des photos. On avait des perches pour le slalom, des tranches de sèches de palmiers qui étaient très dangereux. Ouais. Ils m'envoient un conteneur de perches. 2. Et 3, tout le monde voulait nous aider, etc. J'arrive ici et la bombe. Qu'est-ce qui vient se enrober de la plaine du Trifa? Il n'a rien à voir avec la montagne. Et puis, l'Amoré, il prépare les élections, il prépare le Parlement. Moi, j'étais politisé, je faisais de la politique, c'est vrai. Voilà. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Et puis ensuite, le mois d'octobre... Alors finalement, ce conteneur, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive. Il est arrivé, ouais. Et grâce à Ahmed Semlali, on l'a eu dédouané, sans dédouanement, etc., etc. Alors, le mois début octobre, Lino, voilà peut-être le cœur de cette émission, parce qu'il y a un parallèle avec le rugby, parce que je démissionne. Mais attends, ça serait pas peut-être Abdelkrim Lamouri qui est... Je ne sais pas. Qui dérange peut-être. Je te raconte... Tu déranges pourquoi? Parce que tu es trop droit, tu es une grande gueule, tu es quoi? Je ne suis pas grande gueule. Ouais. Mais je n'accepte pas, quand ça ne va pas... Tu es trop droit, je suis l'homme de la chaise vide, je quitte. Oui, je ne peux pas. Tu ne fais pas comme le roseau, tu ne plies pas. Non, je ne plie pas, je ne plie pas et je ne peux pas... je ne suis pas un homme de compromis, je n'aime pas les compromis. Ça, c'est le rugby, ça. Je n'aime pas les compromis, non, je ne peux pas. C'est le rugby, il n'y a pas de compromis en rugby. Lino, on ne feinte pas en rugby. Non, du tout. Surtout quand on joue devant. On peut feinter, oui, bien sûr. Changement de direction, tout ça, tu peux feinter. Mais je veux dire... Quand on joue devant. Ouais. Alors, imagine, Lino... Dans le fond et pas dans la forme. La première semaine écoute, moi je suis actuellement, je suis un peu la politique en Italie, j'adore ce pays. Je ne sais pas parce que tu es italien, non. Mais j'ai toujours appris que l'Italie est une grande nation démocratique. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Elle est tellement démocratique qu'elle est sans gouvernement. Dans les structures. Ah oui, mais tant pis. Ouais. Et j'écoute notre ami Grillo, le mouvement Five Star. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose de magnifique. Il a dit, je crois que c'est son slogan, il vaut mieux un petit saut dans le noir qu'un suicide assisté. Ouais. Je trouve ça magnifique. Je l'ai en anglais, j'ai lu mais je trouve ça magnifique. Ouais. Moi, je n'aime pas les suicides assistés. Parce qu'en fait, il a donné beaucoup d'interviews aux journaux anglais, en particulier. Times, tout ça, New York Times, Herald Tribune. Et tu sais qu'il ne donne toujours pas d'interview aux journaux italiens, aux médias italiens. Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous êtes de convenance avec les politiciens. Mais je l'ai d'ailleurs, le dernier Time, il est là. Magnifique, il y a des histoires magnifiques sur lui. Alors, par contre... Je n'ai pas terminé, s'il te plaît, 2 secondes. Alors, mes amis vont à Meknès dans la discrétion et en cachette et organiser une assemblée générale sans l'amour. Ouais. Et ils ont... Et bon, voilà. Ouais. Et donc, alors justement, ça c'est l'opération que tu avais faite avec les Espagnols, tu te souviens là, tu avais fait une super opération là. Enfin, je me souviens, tu avais amené quoi? Tu avais amené des randonneurs, des... J'ai amené mes amis même des gens qui voulaient investir, je crois, Lucas, c'est ça, non? Oui. Ils ont investi finalement, ces Espagnols? Lorsque j'étais à Istanbul, pour représenter, je t'ai parlé, j'ai rencontré les Espagnols. Moi, naïf, comme tout, je rentre, et il y avait les caméras, la télévision. Ah, le Maroc, très bien, bon, écoutez, vous allez soutenir qui? Et la Sierra Nevada a postulé pour l'organisation du championnat. La Sierra Nevada, oui. Et qu'est-ce que je dis, moi? Je dis, écoutez, d'une manière naturelle, le ski descend du nord vers le sud, et nous, pour aller à la Sierra Nevada, c'est 2 heures en voiture. Boum! Et puis... il y a les gars qui s'approchent de moi, c'est mon ami Jerónimo Paes Lopez, une grande personnalité très connue, avocat, dirigeant, président de la société, mais un homme de culture, un homme de littérature, et qui adore le Maroc, et il a souvent quelqu'un qui crie son arabité, et qui a... Le vrai andalou, quoi. Le vrai andalou. Ouais. Il me dit, écoute, voilà, tu viens avec nous. Et j'étais carrément avec la délégation, on sortait.
Quand j'ai fait ce discours-là, je sors, il y avait un monsieur qui nous dépassait de taille, grande personnalité, qui met sa main sur mon épaule, il me dit « Je te félicite ». Et je lis sur son badge « Le prince Alphonse du Bourbon ». Il me dit cette citation-là, lorsque Sa Majesté Hassan II l'avait dit, j'étais avec lui. Et je me rappelle, moi, c'était l'inauguration du barrage Aït Chouarit lorsqu'il avait reçu François Mitterrand à l'époque. D'accord? Je te félicite, viens avec moi. Et on va aller chez le consul à Istanbul. Je rentre, tu es d'où, machin, Saïdia? Oh, Saïdia, mais c'est très bien, sa femme. Il était consul à Nador. Nador, Berkane Saïdia, donc sa femme connaissait Saïdia. Et c'est comme ça, donc je suis resté avec eux, on rentre et je décide avec Khéron Moupaye, de faire une convention de jumelage qu'on a signée ici, à la Wilaya. On a fait une grande soirée chez mes parents, ici, et on a fait une expédition au Toubkal. Il y avait 120 personnes espagnoles. Il y avait bien sûr les sportifs de la station Sierra Nevada, mais il y avait une équipe de flamenco, une équipe de VTT, une équipe de télévision de la première chaîne espagnole, une équipe de parapente. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et bon, on a fait la fête pendant une semaine. Ça, c'est avant l'Assemblée Générale de Meknès, ça? Après, bien après. Ah, bien après? Ah, bien après, oui. Mais ça y est, on travaillait au niveau de la ZUC et on faisait des merveilles. Ouais. Et oui, mais tout le monde en a profité de ce jumelage. Parce que pendant des années jusqu'à présent, nos jeunes skieurs vont... Ça, à la fin de l'émission, il va falloir qu'on tire les enseignements de ça. Mais bien sûr. Parce qu'en fait, j'ai ma petite idée là. Hein, enfin, on a notre petite idée. Il y a des ce que je veux dire. En attendant... Mais il faut, Lino, il faut rappeler les gens. Tu es dans le monde de la communication. Tu étais d'ailleurs à 2M à cette époque. Absolument. Justement, c'est pour ça que je me souviens de cette belle action là, que vous avez faite. Si j'estime cette opération, elle a coûté 1 million de dirhams. On n'avait pas un rang. Ouais. On n'avait pas un rang. Je te jure, Lino, pas un rang. Et on a été aidé par des gens. Lorsque une compagnie qu'on connaît beaucoup à l'époque, parce qu'il y avait des sportifs là-bas, t'envoies un camion d'eau minérale. Lorsqu'on t'envoie un camion de limonade, lorsqu'on t'envoie un camion de sacs remplis de produits, lorsqu'on t'en donne des banques qui nous ont donné l'argent. Il y a un banquier qui me dit, écoute, je te donne une banderole de la banque, est-ce que tu peux l'amener? Je dis, écoute, tu me donnes une banderole, je vais la mettre au sommet du Toubkal et on va là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il conçoit une banderole de 6 mètres, et c'était tellement lourd qu'on ne pouvait pas. Ah oui, mais il fallait la monter là-haut. Vous avez demandé un hélico à la on avait loué 34 mulets. 34 mulets. On a acheté 10 moutons. On a égorgé le mouton à 3200 mètres. Et on a préparé à manger. Et il y avait plus de Marocains que d'Espagnols. Mais à Emlil, il n'y avait pas l'électricité. On a été à la rade. On a eu un câble de 600 mètres. Le gouverneur nous a donné un groupe électro. Et il y avait les ampoules rouges-vertes, rouges-vertes. Et les gens travaillaient dans les champs le jour, c'était le mois de juillet, c'était la fête de la jeunesse. Et le soir, ils dansaient à Houach toute la nuit. Ouais. Sur une place immense, tapissée. C'était magnifique. Quand j'ai été voir la première chaîne, on m'a envoyé balader. Et quand j'étais voir deuxième, on m'a envoyé balader. Et jusqu'à présent, je peux te le donner. J'ai le matériel, le Soundtrack est le matériel à l'époque professionnel. Et les gens de la première chaîne me disent, moi, nous voulions travailler avec les Marocains de la télévision pour le montrer parce qu'ils ont fait l'ascension avec les alpinistes de l'autre versant du Toubkal. Il faut voir les photos. L'équipe de TVE, la télévision espagnole, oui. La première chaîne. Et après, lorsque le film publicitaire passait au niveau de la première chaîne pendant 6 mois, il y a un gars qui m'a appelé. C'est un copain que je salue, mais j'ai dit, écoute, tu n'auras pas ce matériel et je ne veux pas te le donner. C'est un grand ami à toi. C'est pas de sa faute, c'était pas de sa faute. Ouais. Voilà. Donc, c'est à peu près la même histoire qui se répète au rugby. Au rugby, maintenant. Voilà, on va peut-être en parler. Alors, on est arrivé à Van Morrison. Ah, Van Morrison. Van Morrison. Lino, maintenant, c'est moi qui vais parler de Van Morrison. Ouais. S'il te plaît, je vais t'enlever ce plaisir. Alors, parle-moi de Van Morrison. Après, moi, juste la toute petite anecdote que j'ai, que je partage avec Hicham Khlifi à Belfast. Oui, vous savez, la musique est universelle et on peut apprécier une chanson folklorique berbère. Quand j'entends Louisa chanter, j'ai la chair de poule. D'accord? Surtout que je sais que Louisa, il passe un message. Louisa,
a chanté en arabe, il a chanté en berbère. Et son message, on écoute son chef-d'œuvre, Inès, mais il y a l'autre chef-d'œuvre, l'unité arabe, où il chante l'unité arabe, etc. Mais quand on écoute Umm Kulthum, c'est la même chose. J'ai demandé, Van Morrison, la chanson que je t'ai demandé d'ailleurs, qui s'appelle Days Like This. C'est une chanson qui a été carrément l'hymne national de l'Irlande du Nord. Et lui, on l'appelait aussi le Cowboy, Belfast Cowboy. On l'appelait The Man, Van the Man. Et puis, cette chanson, quand on l'entend, on a aussi la chair de poule. Mais lui, tout en étant un grand musicien, à l'époque du jazz, du pop, à l'époque du rock, il chantait constamment une cause, la cause de l'Irlande du Nord. Voilà pourquoi moi j'adore. Et les premières chansons, c'était quoi? C'était des chansons avec du violon, c'est-à-dire la connotation celtique. C'est comme ça, j'adore ce chanteur, comme d'autres d'ailleurs. Et j'adore la chanson lorsqu'elle travaille une cause ou lorsqu'elle passe des messages intéressants. J'avais demandé aussi Jacques Brel, on verra. Et j'ai dit, je veux entendre Jeff. Parce que Jeff, il y en a beaucoup au Maroc. Il y a beaucoup de Jeff autour de nous, on ne fait pas attention. D'accord? J'ai demandé une chanson de Mohamed Abdelwahab et j'ai dit, écoute, pourquoi Mohamed Abdelwahab? Parce que c'est le père de la chanson arabe. Et on oublie que la bonne musique, moi, maintenant, j'essaie d'écouter Farid Atrash et Mohamed Abdelwahab et j'essaie d'apprécier la valse, le tango et le flamenco. Est-ce que tu as entendu Farid Atrash jouer du flamenco? Moi, ça me pénètre beaucoup plus que lorsque je tombe, par exemple, à l'Ancrouez. C'est comme ça. Et je pense qu'on a intérêt aussi. Je formule un vœu. Il faut le dire à notre ami Hicham. Il faudrait qu'au niveau Radio Mars, on ait une émission sur. Vous êtes une émission de musique. Il faut qu'on parle de ça. On en a déjà. Hein. Je sais. Il y a Rock United, il y a l'arabe. Il y a Pop United et tout ça. Ouais. Oui, mais j'adore cette émission. One Song, One History. J'ai dit à Hicham un jour sur un SMS, s'il te plaît, dis One Song, One Story. Parce que One Story. One Story, not One Story. D'accord. J'adore ça, je l'écoute, mais merveilleusement, mais c'est incroyable. Religieusement, je dis. Alors écoute, moi je t'avais préparé, parce que comme je sais que tu es un homme de montagne, Foggy Mountain Top. Ah. Hein. Alors que je ne sais pas si tu l'avais. Non, il n'y a aucun problème. Morrison. Il n'y a aucun problème. De toute ça, façon... c'est enregistré, tu sais où? À Montreux. Festival de Montreux en 1974. Ah, évidemment, c'est un Van Morrison beau gosse, tu vois, cheveux longs, petites lunettes d'intello. C'est le vieux qui reste quand même. Ouais. Alors, la petite anecdote enfin, pas avec Van Morrison, mais c'est à Belfast, après le match Maroc-Irlande du Nord, tu vois, bon, on revient au centre de Belfast, et puis il est 11h30, 11h30 du soir, tu vois, on a faim, on veut manger, mais les restos sont fermés là-bas, tu vois, c'est pratiquement une ville déserte. Et finalement, il y a une seule rue, hein, où il y a quelques pubs et tout ça, et il y a des fast-food, hein. Bon, on a mangé très mal dans un fast-food, et puis et en sortant du fast-food, on passe, et puis on voit, en gros, on voit Van Morrison, c'est ici que Van Morrison s'est produit la première fois, etc., etc. Et puis on est entré dans ce pub, et évidemment, tu as une certaine atmosphère, hein. Quand tu rentres, tu te dis... Alors, tu dis, c'est Van Morrison a chanté ici, tu vois. Alors, il y a des photos à lui, il y a des grands posters, il y a des lyrics, les paroles, tu vois, de certaines chansons, tu vois, qui sont avec des photos géantes, et tu te dis, bon, bah, tu passes un bon moment. Mais Belfast, qui est quand même une ville de musique. Hein. Est-ce que tu sais, Lino, que après l'armistice, le Sinn Féin, etc., Bill Clinton a été à Belfast. Et tu sais qui a chanté devant Bill Clinton? C'est Van Morrison. Ouais. D'ailleurs, il a chanté Days Like This, voilà, qui est devenu... Alors, on se contente de Foggy Mountain Top. Ah oui, mais de toute façon, tout est bon chez Van Morrison. Voilà. Ça pourrait être le sommet de la montagne embrumée, ça va? C'est ça? Ouais, voilà.
Abdelkrim Amouri, bon, la troisième partie a duré un petit peu plus que prévu. Hein, l'arbitre aurait dû siffler avant, la fin du tiers-temps. Hein. Oui. On va entamer parce que la montagne, c'est dur. Ouais, c'est dur quand même. Et puis il y avait cette banderole de cette banque à porter au sommet de Luca. Alors ce que je voulais te dire, tu m'as fait quelques confidences récemment. Tu m'as dit voilà, bon, je quitte la fédération. Donc tu as démissionné oui. du bureau fédéral. En fait, tu n'as pas fait beaucoup de chemin avec eux. Tu as fait combien? Je n'ai assisté à aucune réunion. J'ai démissionné le lendemain de l'Assemblée générale. 3 jours après. Oui. Alors comment peux-tu démissionner le lendemain, 3 jours après l'Assemblée générale? Très bien. Bien sûr que d'aucuns peuvent dire que bon, il y a quelque chose derrière la tête de l'Amaury, peut-être que moi je veux tout simplement répondre, quand on est président délégué, bon, on est bien, quoi, on est bien. Alors, avant l'Assemblée générale, on a débattu, on a discuté, on est venu à Radio Mars, on a beaucoup discuté avec... moi, je n'ai aucun problème avec l'autre clan. Avec aucune personne. Et je cherchais à avoir une liste commune. Et je me mets d'accord avec mes amis qui sont maintenant. Je dis, écoutez, on s'en fiche des statuts. On peut les changer. Au lieu de 13 personnes, on met 20. Ce n'est pas suffisant. Et on ouvre, on fait une assemblée générale extraordinaire, et on discute avec les gens. Et il y a de l'autre côté des gens sérieux qui peuvent travailler. 1, 2. Deuxièmement, lorsque j'étais avec Bouhajib, à la commission. Mais les statuts, maintenant, ils sont imposés par le ministère, maintenant. C'est les mêmes statuts pour toutes les fédérations. Écoutez, c'est des statuts modèles, on peut les changer. Pourquoi 13? Pourquoi pas 20? Oui, bien sûr. La loi prévoit 25. Ouais. La loi 0930, c'est 25. On peut aller à 20. Et je te jure que ce n'est pas suffisant. Vu les chantiers qu'il y a, à moins que moi, je vienne d'une autre planète. Ouais. Vu les chantiers, le travail qu'il y a. La fédération, ce n'est pas un calendrier. Au X, je compte Y. Non, pas du tout. Si nous voulons ressortir le rugby du marasme, si nous voulons reprendre notre place, parce qu'on était bien. Il y a un grand nombre de commissions à relancer, à créer peut-être de toutes pièces. Il y a de la réflexion à faire. Il faut réfléchir. Oui. À ce qu'on veut faire. Lorsqu'il y a eu le Marrakech 7, on va en parler peut-être un petit mot. Il y a un grand monsieur de l'IRB qui a posé cette question. What's your vision? Quelle est votre vision? Quelle est votre stratégie? Et les responsables en face de lui étaient incapables de répondre. Incapable, alors que c'était écrit. Je t'avais montré le document Lino. Ouais. Et tu m'avais félicité, toi et Amin Berouk. Tu te rappelles? Trop tôt le matin, tu m'appelais. Oui. Voilà. C'est vrai. Alors, tout était écrit. Mais quand j'écrivais, moi, jamais Bouhajib ne m'avait empêché de faire quoi que ce soit. Mais il me disait, Abdelkrim, ça ne va pas passer. Je comprends ce que tu veux, mais ça ne passera pas. Alors pourquoi ça ne passe pas? Ça passe pas parce que peut-être que... On n'aime pas les lumières, peut-être? Certainement, mais c'est une question... Peut-être, entre guillemets, il y a un problème de compétence. Ouais. Il y a un problème de compétence. C'est là où je rejoins notre ami Daouda. Quand tu dis... C'est-à-dire quand il y a un sommet, on dit non, ça, il faudrait que ça soit que des petites collines, mais qu'il n'y ait pas ce Toubkal en pleine plaine, ou cette Toubkal Méden en pleine... non? Oui, donc, 1. 2, on fait la liste. Et la deuxième, je dis, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut, avant l'Assemblée, désigner le responsable du rugby à 15? C'était imposé par le ministère. Désigner le rugby du responsable à 7. Désigner le... Et puis, je dis, mais c'est pas possible. J'étais quand même président de la commission sportive. Et de l'avis de tout le monde, on a très bien roulé. Là aussi, je t'avais donné le rapport moral. 30 clubs. Alors justement, là, en tant qu'ex-rugbyman, moi, il y a un truc qui m'inquiète et surtout qui m'interpelle, c'est cette place grandissante du rugby à 7. Alors je voudrais savoir, toi qui suis un peu plus que moi le rugby européen par exemple, ce mariage rugby à 15, rugby à 7, il est vécu comment dans les fédérations? Je sais que parce que qu'on le veuille ou non, le rugby c'est à 15. Bon, laissons le rugby league à 13, bon ça c'est autre chose, hein, d'accord. Mais en fait, ce rugby à 7, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce rugby à 15? Tu vois ce que je veux dire? Je sais que c'est une question qui te taraude depuis des années. Voilà. Et je connais ton attitude. Commençons par à relancer le rugby à 15 avant de parler de rugby à 7. Je vais assouvir. Maintenant, si tout le monde veut aller à Rio, c'est autre chose. Je vais assouvir ta soif de comprendre parce que j'ai ici le document du plan stratégique 2010-2020 de l'IRB auquel j'ai contribué.
malheureusement. Bon, je continue. Donc, je me mets d'accord avec le président actuel, que je respecte. C'est un ami. Moi, quand je vais à Juda, je vais chez lui. On est des amis, on est tous. Au rugby, c'est comme ça. Mais peut-être qu'il avait la pression. Il y avait des clubs qui ont dit, écoute, si c'est pas ça, nous, on ne vient pas avec toi. Ouais. Certainement. Ouais. Parce que qu'est-ce qui se passe, Lino? Voilà ne me dis pas qu'il y a des clubs qui ont des sections à 7 et qui n'ont pas de section à 15. Oui, il y en a. Ah ben, alors, Lamouri, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On change de discours. Non, mais on continue 2 secondes parce qu'il y a des amis qui veulent comprendre, Lino. Mais c'est ça, mais c'est vrai. Oui, mais il y a dans chaque côté. Ben, c'est tout. Là, je vais te dire, ça va t'énerver beaucoup plus. Il y a 6 clubs d'un côté et 7 de l'autre qui sont des clubs électoraux. Ah ben, tu vas dans un patelin, tu regroupes 20 jeunes, tu déposes des licences si tu es un club, et tu as une voix, 2 voix l'année d'après, et hop, là, tu fous la pagaille si tu veux. De rugby à 7. Oui. Voilà. Oui. Donc, le rugby... En fait, ça, je le dis, et je prends mes responsabilités, je l'assume. Ce que je veux dire maintenant, c'est en fait le rugby à 7. Hein. Je ne dis pas qu'il a bousillé le rugby à 15, mais il a déstabilisé. Au Maroc. Ça, c'est sûr. Au Maroc, bien sûr, au Maroc. Mais ailleurs, il n'existe pas. Alors, je t'explique. Ailleurs, le rugby à 7, c'est une chose. Le rugby à 15, c'est le rugby à 15. Le tournoi de destination, c'est le rugby à 15. Écoute, Lino. Lorsqu'on a lancé l'idée du rugby à 7 à l'échelle universelle, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Sur les 7 milliards d'êtres humains sur la Terre, combien de gens jouent au rugby? Je vais te dire un chiffre. Ça va te secouer. Il y a uniquement 4,5 millions. C'est rien. C'est 2 fois rien. 4,5 millions de rugbymen, 1,5 million d'hommes, je crois 200 000 femmes. Puis il y a les coachs, etc., qui sont inclus. Les coachs, etc., il y a 1000 et quelques. Bon, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Danger. Parce qu'il y a la concurrence d'autres sports. Alors, qu'est-ce qu'on crée? On lance le concept de rugby family. Le rugby family. Ça veut dire quoi? Jouer rugby 7. Le beach rugby. Le rookie rugby. Le rugby, nous, au rugby, on a fait rugby. C'est mélange filles-garçons, petits. Ouais. Avec un petit ballon, ils jouent au toucher. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on dit, lorsqu'un père vient au rugby, avec sa femme, elle peut jouer au rugby. Ses petits-enfants peuvent jouer au rugby. Pour attirer, c'est une stratégie marketing bien étudiée. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce que dit... Mais la discipline reine, c'est le 15. Attends, s'il te plaît. Ça reste le 15. Attends, s'il te plaît. Il nous envoie pendant 2 ans. On a réfléchi à l'échelle du monde. Et il m'envoie au Maroc, moi, un document de 40 pages qu'il fallait remplir sur le rugby à 7. Et on a envoyé tout ce travail. Il y a une commission qui a travaillé dessus. Et là, à Auckland, où j'étais... En Nouvelle-Zélande, pour la Coupe du Monde. Lors de la dernière je Coupe du Monde. participe dans les workshops. Et le workshop qui a fait la synthèse, il est écrit là-bas, le document, je te le donne, il est important. Il dit, le rugby à 7 ne doit être qu'un outil de promotion du rugby à 15. Voilà. Et moi, quand l'année dernière, c'est ce qu'on n'a pas compris. Nos amis venir, c'est ce qu'on n'a pas compris chez nous. Venir à Radio Marseille dire, voilà, tournoi de rugby à 7, machin, c'est fou, c'est dingue. On est en train de ne pas appliquer les instructions de l'IRB. C'est des instructions, je les ai. Et quand à mon retour d'Auckland, j'amène un dossier comme ça. Et dans ce dossier, il y avait 2 choses. Il y avait le plan stratégique de l'IRB. Il y avait autre chose. C'est que j'ai eu 24 confirmations des gens qui veulent venir au Maroc pour un tournoi. Est-ce que tu conçois, Lino, qu'au Maroc, on n'a pas un bon tournoi international de rugby? Le Maroc, un pays historiquement reconnu, un rugby de rugby. On n'a pas. Ouais. Et j'ai créé le concept de Seven de Marrakech. Marrakech Seven, moi et mon ami Moustapha Julti, que tu as connu, le secrétaire général de la faculté de droit. Ouais. On a créé ce concept. On l'a développé. Et ce concept-là, j'avais dans ma sacoche 24 confirmations. Et si je te dis qu'il y avait de Tahiti un ministre qui est venu me voir, il me dit, j'ai ouvert votre site, je suis intéressé. Je dis, mais ça ne va pas à 40 000 km. Il me dit, écoute, je viens en Europe, pourquoi pas au Maroc? Nous cherchons les choses. Ça m'intéresse énormément. Je veux venir. Un ministre, il s'appelait le ministre de l'Éducation du haut niveau. J'ai sa carte de visite. Et on s'échange quelques mails de temps en temps. De Tahiti. D'accord? Je viens content, heureux. Tahiti, qui, j'ouvre une parenthèse, va disputer la prochaine Coupe des Confédérations de football. Hein. Lino, je vais te donner peut-être les coordonnées de ce monsieur-là. Et je reviens ici. Boum, commission provisoire. Ouais.
Non, mais ça, j'ai compris. Voilà. Alors, écoute-moi. Voilà. Bon, tu quittes la fédération. Moi, je t'en félicite. Hein, tu fais bien. Hein. Par contre, ce qui me plaît pas, c'est que tu as quitté le RUC aussi. Oui. Tu démissionnes du RUC. Alors ça, c'est un russiste qui parle à un autre russiste. Est-ce qu'on a le droit de tourner le dos au RUC? Bon, moi, j'ai joué au CAF en particulier, mais... Sentimentalement, je ne. Mais je suis toujours russiste. Sentimentalement, je reste russiste. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à démissionner du RUC? Écoute, ça fait 3 ans que je suis là. Ouais. Je tourne avec 0 centime à la caisse. Ça fait 3 ans que le RUC tourne avec 90 000 dirhams d'une école à côté. Pas 1 centime. Et l'année dernière, j'avais engagé toutes les catégories. Senior, junior, féminin, etc. Le mois de février, le trésorier me dit, on ne peut plus continuer. Gamme que tu connais, Gamme. On ne peut plus continuer. On ne peut plus continuer. Tu n'as pas un sou. Tu ne t'en fais pas, les sous vont venir. Moi, je travaillais avec mes amis de Londres, le club qui sont venus à les 80 gosses, etc. C'est vrai. Je crée l'événement. Et tu m'as aidé, merci Lino, merci à Radio Mars. Alors, j'ai avancé de ma poche l'argent. Les Anglais t'ont aidé aussi? T'ont parrainé un petit peu? Non, pas 1 centime. Pas 1 centime. Mais ils vont revenir. C'est déjà... Et je ramasse 70 000 dirhams. J'ai bouclé l'année. Et on a avancé, moi-même, Paul Garnat, Hussein lui-même, Gam, on a donné de notre poche et on a bouclé l'année parce qu'on a fait un événement. Je dis aux gens, au RUC, il y a de quoi faire des merveilles. Lino, les arbres pour lesquels j'ai été traité de criminel, les arbres étaient morts. Les arbres étaient morts, les cyprès. Et ils tombaient. Oui. Alors, j'enlève les arbres. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu as vu le boulevard qu'il y a à Markhia? Ça va continuer du Raja, etc. Ouais. Ça devient une place magnifique. Et il y a de quoi faire 24 panneaux, 4 mètres 3. Moi, si j'avais de l'argent, j'investis. Je loue. Tu imagines la région qui va être là-bas maintenant avec tout ce qui va se construire? Avec 24 panneaux. Le tram qui passe. C'est ça qui fait vivre le coq. Ouais. Les panneaux. Les 7 panneaux qu'ils ont. Ouais. Ça fait vivre le coq. Pourquoi pas nous? Et nous, qu'est-ce qu'on discute? Pourquoi la Moulée a fait ceci? Pourquoi vous avez ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ces petits tailles de futilités? Ce sont des gens qui n'ont rien à foutre avec le rugby. Ce ne sont pas des russistes. Ouais. Et à un moment donné, je suis fatigué. C'est trop. Mais c'est parce que c'est ce qu'on disait, parce que même l'esprit même du club omnisport s'est envolé aussi au RUC. Il n'y a plus d'omnisport. Moi, je le dis maintenant. Je prends mes responsabilités. Il y a 3 sections. Il y a le tennis, l'automobile et le rugby. Au RUC maintenant. Je le dis à un russiste, mais c'est malheureux. Ouais. C'est malheureux. Il y a 3 sections. Abkrim, je suppose que je suis convaincu que le message est passé, hein, non seulement aux sportifs, mais aux autres, hein, à ceux qui s'intéressent non seulement au rugby, mais au sport en général. Hein, parce que ça, c'est un cri qui sort du fond du cœur. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire que, d'ailleurs, une fois, tu m'avais parlé de défouloir. Tu m'as dit, le sport, en fait, au Maroc, c'est une espèce de défouloir. Hein. Oui. J'ai l'impression que ça devient un défouloir national et que, bon, on prend goût. Ça continue. Et je fais référence à l'article que tu as eu la gentillesse de le débattre et de discuter. La reproduction, arrêtons la reproduction d'échecs. Lino, l'article que je t'avais, il y avait 10 points. Ces 10 points-là, c'est pas moi. C'est un travail que j'avais organisé lorsque j'étais encore prof de gym. J'avais organisé dans le cadre d'un journal, je ne cite pas le nom. Il y avait une table ronde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'a fait? Moi, je vais le citer, c'est El Bayan. Parce que j'ai oublié de te dire. Merci, Lino. Merci, Lino. Tu es toujours communiste? Avec mon ami Aslam Dléa. Tu es toujours communiste? Non. Oui. Je suis. Écoute, je te réponds. Je suis communiste. Je suis. Qu'est-ce qu'il a dit, Blade? Il a dit. Je suis Gramscien. Voilà. Donc je suis je dis à Blade, moi je suis en tout cas un militant organique. Ouais. C'est le concept de Gramsci. D'accord. On a parlé de lecture, mais bon. Abkrim, malheureusement le temps, le temps est tyran, hein, comme on dit. Il nous tyrannise. Je dis une phrase quand même du sport national. Ouais. Je dis que c'est un cri qui vient du cœur, mais c'est aussi un message d'espoir. Ouais. Je dis peut-être que... Il faut qu'on termine sur une note positive. Bien sûr, moi je dis à tous les experts, à tous les sportifs, à tous les consultants, à tous les anciens, intellectuels. À tous les intellectuels, de s'asseoir calmement et de réfléchir. Ouais. On ne réfléchit pas assez. Et rappelle-toi que je t'avais dit, Lino,
un grand consultant avait dit, quand je rentre dans une entreprise, je pose la question, qu'est-ce qui vous paraît difficile, impossible de faire, et qui, si on le faisait, ça changerait complètement le monde. Je pense que ce qu'il faut faire tout simplement, c'est s'asseoir et réfléchir. Merci Abdelkrim Lamouri d'avoir été avec nous. Alors, on se quitte en compagnie de Jacques Brel. Ah oui. Jeff. Tu as dit qu'autour de nous, il y a beaucoup de Jeff. Il y a beaucoup de Jeff. Très bien. À tous les Jeff du Maroc. À tous les Jeff, à tous les rugbymen, à tous les Bon week-end. Merci beaucoup, Lino. Merci à toi, Abdelkrim. Ça a été un véritable plaisir, un véritable bonheur de t'avoir ce matin avec moi. J'ai le même plaisir. Avec nous, nos auditrices et nos auditeurs. Merci beaucoup, Lino.